Il y a un bordel là. Je me disais. En fait, je me suis branlé ce matin. C'est pas ça en fait. Pas commencer comme ça. Ce matin, je me suis levé et j'étais bien en fait. J'étais bien, je me sentais reposé. Je me sentais comme en vacances. Première fois que je me sentais un peu vraiment dans ce côté en vacances, comme ce moment où ouais, tout va bien quoi, et on se lève et on sait pas ce qu'on fait de notre journée, mais on sait qu'on peut rester toute la journée à la maison et qu'on sera content et qu'il n'y a pas d'impératif, que voilà, on peut se lever tard, il fait bon quoi, il fait bon vivre. De ce côté, il fait bon vivre quoi. Et euh, et euh, et après ça, alors je me suis dit c'est marrant parce que je me disais c'est aussi ce que j'ai ressenti après être sorti du sauna quoi, parce que dans le sauna du coup j'ai rencontré quelqu'un et j'ai éjaculé. Et en même temps, il y avait aussi quelque chose d'assez tendre. Il y avait des caresses, quelque chose sur le corps comme ça qui était là. Et, euh, et en fait, ces caresses, ça c'est très différent par exemple, de regarder pour ça un porno par rapport à là, le fait d'être dans un contact physique. Parce que il y avait cette question du toucher quoi. Et le toucher, il y avait une attention qui était portée à ça. Et c'est comme si dans ce toucher, il y avait quelque chose de. Le fait d'être touché, en fait, me détendait beaucoup quoi. C'est très. Voilà, c'était voilà, indépendamment de l'acte d'éjaculation, le fait d'être touché provoquait ce bien-être. Et là, je le ressentais par exemple à ce niveau-là. Le fait d'être touché, mais il y avait aussi le fait d'être dans un hammam, le fait d'être dans un sauna, il y avait un soin qui était porté sur le corps en fait. Et je sentais ce truc-là dans le corps, je sentais cette attention-là qui était là. Là, c'est vrai que du coup ce matin, après, je me suis enfin en fait j'avais du coup je sais pas, du coup je me sentais bien donc j'avais envie de je laissais aller des pensées érotiques et puis après du coup je me suis masturbé et jusqu'à l'éjaculation et en fait à ce moment-là de l'éjaculation après j'ai senti comme j'ai senti de toute façon déjà que en fait qu'il y avait des niveaux, c'est vrai que c'est des rapports de tension en fait, je me rends compte que par exemple, c'était le cas du coup hier avant le sauna, que j'ai, que c'est comme s'il y avait un niveau de tension dans le corps, et que ce niveau de tension, en fait, dans l'éjaculation, il était descendu quoi. Mais que là, par exemple, si là, en éjaculant ce matin, du coup, la tension, elle va encore plus bas, et en fait, en fait, c'est comme si j'avais moins d'énergie en fait, et qu'il fallait que j'aligne ce niveau d'énergie sur un niveau de perception. Je sais pas comment le dire ça, mais donc ça fait des trucs comme ça en fait. C'est-à-dire que si je peux être tendu parce que du coup je vais avoir un niveau de tension dans le corps, ça va s'abaisser avec l'éjaculation. Mais si je rééjacule après, ça va être en dessous. Puis là du coup je vais me sentir faible quoi. Donc là je vais me sentir trop tendu. Là je vais être bien, ça va matcher. Puis là je vais être faible. Et du coup et là du coup c'est comme si c'était ça. Là je me sentais ce rapport de faiblesse d'un seul coup, ce sentiment de vacances qu'il y avait, de sentiment d'être bien, d'être dans une position où ça se passait bien. D'un seul coup, je sentais une sorte de. Je me sentais faible en fait physiquement. Voilà, c'était comme si j'étais un petit peu mal dormi. Voilà. Alors j'ai bien dormi pourtant, hein, mais voilà, un truc. Je me sentais embué dans l'esprit, un truc. Et en même temps, c'est marrant parce que j'essayais d'être attentif à ça fait un moment que j'essayais de comprendre ce sentiment-là. Alors j'avais interprété comme un manque de sens, comme un truc comme ça, mais c'est vrai qu'en même temps, physiquement, je le sentais comme un dessèchement, en fait. Et alors, du coup, je me suis dit, peut-être que c'est parce que, du coup, que je boive de l'eau, je sais pas. Et c'est vrai que ça peut sembler ça aussi. Peut-être que c'est simplement le fait que j'éjacule,
Et que du coup il y a quelque chose en moins dans le corps, notamment peut-être je sais pas des minéraux, je pense à ça, ou de l'eau aussi simplement, et que du coup ça manque, et donc du coup il y a le corps me fait sentir que d'un seul coup tiens j'ai besoin de minéraux quoi, en fait, que là du coup j'ai presque de manière un peu artificielle, parce que c'est un petit peu enfin pas artificiel, mais c'est par la masturbation, mais du coup c'est une masturbation quelque part qui est presque un peu automatique, donc elle est pas, c'est comme si ça permettait pas à l'esprit de se rendre compte qu'il y allait avoir passage à l'acte sexuel ou quoi. Et en fait ça, je me demande si ça a pas, voilà, si quelque part c'est pas une manière pour le corps de se rendre compte que quelque part qu'il y a une éjaculation, et que donc du coup il essaie de réactiver ça en fait, de transformer ça pour trouver un truc qui soit plus stable. Et en effet, souvent après la masturbation, comme c'est le cas là, en fait je me sens pas bien, un peu faible, j'ai presque envie de pleurer et un truc comme ça. Comme s'il y avait une crispation dans le corps qui devait s'exprimer dans le visage ou dans quelque chose. Comme s'il y avait un deuil à faire. C'est intéressant que je baille aussi, parce que bailler, je crois que c'est une forme de signification. C'est une signification en fait, c'est assez incroyable. Les choses sont assez incroyables. En fait, si j'arrive justement à être triste, à faire des grimaces comme ça parce que je sens une tension dans le corps, et qu'en fait c'est juste que je suis triste et que je m'en rends pas compte. Si je suis triste, en fait c'est pas, je sais pas si on est triste en fait. Je suis pas sûr qu'on soit triste. Je me demande si la tristesse c'est pas plutôt, comme la colère, une technique en fait. La tristesse c'est pas un état, pas vraiment un état. Enfin ça pourrait être un état, mais je sais pas si c'est un état, je sais pas ce que ça veut dire vraiment un état. Mais donc le fait d'être triste et de pleurer plutôt, ça pleurer et en fait c'est marrant parce que pleurer ça pourrait être juste pleurer, c'est avec des larmes. Mais là c'est pas pleurer, c'est juste faire comme ça quoi. C'est pas juste pleurer comme ça, c'est pleurer comme ça. Donc c'est vraiment cette crispation du visage qui apparaît. Et dans cette crispation, je crois que c'est une technique en fait. Je me rendais compte que c'était moi ce que ça faisait dans mon corps quand j'écoutais mon corps en même temps que je faisais ça. En fait c'est que j'avais du coup dans mes jambes quelque chose qui remontait quoi, une énergie, j'ai pas des picotements. C'est assez doux d'ailleurs comme truc. Qui remontait comme s'il y avait quelque chose qui était comme si j'avais du poids dans les jambes, quelque chose qui avait du poids dans les jambes, et qui là en fait en crispant mon visage, ça décrispait mes jambes, comme ça décrispait mes jambes, comme si la crispation dans mes jambes remontait dans mon visage et permettait en écoutant mon visage de pas avoir à écouter mes jambes. Et en fait c'est comme si ça libérait du coup aussi l'énergie qui avait dans mes jambes, le poids, et ça permettait de le faire remonter en fait, et de l'harmoniser, de le faire retourner dans le corps. Et pas qu'il soit justement compacté dans le bas des jambes en fait. Et je sens ça vraiment, et je sens aussi, des fois ça peut être lié aussi ici, ça peut être dans le cœur aussi, enfin voilà, ça réactive des points aussi. Surtout dans les jambes que ça se sent, hein, mais dans le dos aussi, dans le dos, au niveau de la colonne, je sens des trucs, des picotements et tout. Des picotements qui remontent quoi, comme un truc de, comme si je sais pas, limite comme si on me faisait un massage de l'intérieur quoi, en remontant comme ça en fait. C'était un peu ça. Ouais, comme si j'avais un massage mais qui chatouillait pas, un massage qui était très doux, et qui comme s'il y avait un étirement interne, comme si mes jambes s'étiraient, voilà, parce que ouais, comme un étirement quoi. On sent mais c'est pas vraiment un étirement, hein, mais c'est un étirement qui se ferait, mais par les nerfs quoi, c'est ça, une espèce d'étirement des nerfs, et qui serait pas douloureux, qui serait vraiment un petit peu comme des fourmis dans les jambes quoi, comme des fourmis, mais qui seraient des fourmis agréables quoi, un sentiment de bien-être en fait. C'est ce qu'on sent quand on est en bien, comme quand on prend un bain chaud, voilà, on a un peu froid ou quoi, puis on prend un bien chaud, et paf, on se sent bien, et en fait il y a ces picotements là qui apparaissent dans le corps parce qu'on prend un bain chaud et qu'on est bien. C'est ce même sentiment là en fait. Sauf que c'est très localisé en fait. C'est un bien-être qui remonte quoi. C'est vraiment
c'est localisé dans des régions précises du corps et ça correspond vraiment à des basculements, à des mouvements en fait qui sont liés. Euh, voilà, comme s'il y avait vraiment des blocs dans les jambes et qui remontaient quoi. Qui était, ou plutôt comme un truc qui décantait, comme s'il y avait quelque part un truc, un truc qui était lourd et qui là du coup, on enlevait une chape du coup de plomb et paf, ça permet de remonter comme si ça chauffait et du coup ça infusait par le bas quoi. Ça infuse, c'est un truc qui infuse. Voilà. Donc et un truc aussi c'est que c'est comme si quelque part je me disais si je fais ça dans le visage, si je suis comme ça, je me dis c'est une technique. Je me dis pourquoi c'est une technique? Parce qu'en fait c'est comme si en fait je déplaçais la crispation dans les jambes jusqu'au visage, mais ce faisant la crispation est toujours là en fait, ça change rien. On pourrait se dire bon. Et c'est comme si quelque part cette crispation là elle était. Enfin qu'elle soit dans les jambes ou dans le visage ou autre part, ça changeait rien. C'est toujours une manière de faire circuler la crispation. Il y a une crispation, elle est là en fait. Mais c'est comme si dans le visage, en fait. Parce que c'est pareil en fait, quand elles sont dans les jambes et que je fais de la méditation et que j'écoute mes jambes, en fait mes jambes vont se déclipser, mais ça va être très long, ça va prendre du temps. Parce que c'est pas facile à écouter les jambes. Alors que si je mets la crispation dans le visage, en fait, c'est comme si je l'exprimais. Et c'est comme si à ce moment-là, en fait, dans le visage, en fait, je me concentrais sur le visage beaucoup plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de nerfs dans le visage. Donc du coup, la crispation, elle est plus intense, elle est en tout cas plus visible, je la ressens plus. Et comme je la ressens plus, du coup, je peux l'intégrer plus facilement, j'ai l'impression. En fait, c'est ça qui était intriguant du coup. C'est comme si, ce qui comptait, c'était pas tellement... c'était une sorte de technique de... Je mets la crispation dans le visage pour pouvoir l'écouter plus facilement. Et si je l'écoute, ça disparaît. Parce qu'en fait, c'est ça en fait, toujours ce rapport-là. C'est toujours ce truc de... En observant quelque chose, je le comprends et donc du coup, je l'intègre. Donc c'est une espèce de manière d'expression, quoi, quelque part, de faire exprimer cette chose-là. Et c'est marrant parce qu'aussi, le visage, c'est un truc aussi qu'on regarde beaucoup, quelque part. Entre nous, entre les personnes. Et c'est là peut-être aussi où va se greffer justement peut-être toutes ces contractions qui peuvent être dans le visage, quoi. Et le fait de le faire apparaître dans le visage, ça va aussi de montrer à l'autre. Et donc quelque part, peut-être que... Je me demande si se regarder dans le miroir ou écouter son visage, c'est pas une manière justement de régler ses propres problèmes et de laisser ensuite, pour quelque part être dans un bien-être, pour ensuite pouvoir accueillir le visage de l'autre aussi. Et toute cette thématique-là du visage chez Deleuze que j'ai du mal à comprendre, mais ça peut marcher comme ça en fait. De se dire que en fait la communication elle est au niveau émotionnel, au niveau du visage. Et c'est une communication de crispation, d'éléments, de choses. Et qu'en fait l'expression, ça en fait, il y a une espèce de, je sais pas forcément une dialectique, mais ce rapport entre l'expression et la prise de conscience, quoi. Comme si quelque part, en fait, cette crispation, elle cessait au moment où on en avait pris conscience. Au moment où quelque part, elle a pu circuler suffisamment dans le corps, dans le visage, etc., pour être vue et pour que quelque part, elle se... Je ne vais pas dire qu'elle se métabolise, mais quelque part qu'elle se transforme en élément de sens, quoi. Enfin, je crois que c'est ça, c'est comme ça. C'est comme si la crispation, c'était une... C'est même pas une somatisation, parce que c'est pas quelque part... c'est pas un problème... je sais pas, un problème... un nœud psychique qui va... qui va s'intégrer dans le corps. C'est presque plutôt l'inverse, je crois. Je pense que c'est plutôt un nœud dans le corps, c'est-à-dire quelque part que le corps ressent déjà un nœud dans le monde, dans un truc que tu as pas. Et ce nœud-là, il a besoin, quelque part, d'arriver jusqu'au système de pensée pour, non pas forcément démêler un nœud de pensée, mais pour réagencer, pour réinstituer en fait le système de pensée. Voilà. Et c'est une circulation comme ça, enfin, un truc qui apparaît, quoi. Donc en fait, quand on dit qu'il y a une somatisation, en plus une maladie c'est une somatisation, que quelque part je sais pas quoi, qu'on a je sais pas moi, un bouton, enfin j'en sais rien, et que c'est une manière de somatiser quelque chose,
En fait, bon, somatisation, moi je l'ai compris comme étant le fait que quelque part, euh, on se fait une idée fausse sur les choses. Enfin, quelque part, c'est comme si il y avait, ouais, en fait, un problème psychologique qui serait là en amont, quelque part, et qui va du coup, parce qu'il n'est pas réglé, provoquer quelque chose dans le monde réel. Enfin, dans le monde réel, entre guillemets, comme si le langage n'était pas réel, mais bon, c'est dans ce mode-là, en fait. Mais en fait, moi je me demande si c'est pas plutôt l'inverse. C'est ça la question, en fait. C'est pas plutôt, en fait, le corps comme réaction, le corps qu'on connaît pas, hein, mais le corps social aussi, qui, en fait, va être pris quelque part dans un cadre de perception, mais quand notre cadre de perception et d'interprétation des choses ne convient plus, il y a quelque chose qui, il y a un changement qui apparaît dans le monde, en fait, il y a un changement qui est là, le monde change et tout. Et en fait, eh bien, ce changement-là, il n'est pas pris en compte dans l'interprétation qu'on fait des choses. Donc du coup, il est toujours mis de côté. En fait, il y a toujours un reste, il y a toujours un espèce de refoulement, il n'est pas intégré parce qu'il n'est pas compris. Et en fait, tous ces refoulements-là, il faut se concentrer. En fait, ils peuvent circuler en fait. Du coup, c'est pas un problème quoi. Ça circule, ça peut circuler. Voilà. Ce sera pas un bouton, ce sera autre chose. Voilà, bon, si on met de la pommade sur le bouton ira ailleurs. Mais voilà, mais ça circule en fait et ça va se concentrer dans des endroits clés justement, qui vont être des maladies. Donc maladie, c'est maladie. Du coup, c'est cela de la maladie. Qui vont se crisper dans quelque chose, dans un nœud, dans un truc qui va dans une émotion, quelque chose. Et en fait, cette émotion-là, tant qu'elle n'est pas intégrée, en fait, elle va rester là et elle va se condenser. Elle va se condenser avec toutes les choses qui n'ont pas été comprises. Et en fait, justement, ce truc-là va pouvoir quelque part être réglé au moment où ça va être exprimé. Au moment où elle va être... En fait, elle s'exprime déjà, mais c'est pas ça. Mais au moment où elle va atteindre un endroit, où elle va pouvoir se condenser dans un endroit où elle va s'exprimer d'une manière où elle pourra être entendue. En fait, où elle pourra être écoutée, et intégrée dans l'espace de l'espace d'une représentation quelque part. Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir ce binarisme-là? Je sais pas, mais c'est un petit peu ça. Au moment où ce sera dit, mais pas simplement dit, au moment où ce sera surtout écouté, compris, entendu, intégré dans le langage, en fait, dans un langage en tout cas. Parce qu'à ce moment-là, elle pourra circuler. En fait. Elle pourra circuler dans le langage, je sais pas, mais elle pourra en tout cas être réagencée en fait. Somatisation. Voilà. D'où ce truc-là d'ailleurs de la Enfin, si on voit du coup, je sais pas, le capitalisme sous cet angle-là, comme un espèce de langage, ça serait le capitalisme pourrait être un... Parce qu'on dit ce truc-là, ouais, du capitalisme qui récupère toujours la critique. Mais ouais, c'est qu'il y a une critique qui est là, qui est intense, qui va se condenser de plus en plus. Et puis à un moment donné, elle va pouvoir être exprimée ou écoutée selon des termes qui vont pouvoir être assimilables par le capitalisme. En partie en tout cas, une autre partie va être rejetée, mais voilà. Mais il y a une espèce de truc d'intégration comme ça. Voilà. Il y a ça, dans la maladie, il y a un truc comme ça aussi de voilà, je sais pas choper un. Alors, c'est une interprétation, c'est très différent de la médecine en effet occidentale, mais dans la conception spiritualiste un peu de la maladie, il y a ce truc là de quelqu'un qui va développer, je sais pas, un problème quelque part de l'acné ou quoi, et puis en fait, c'est au moment où. En fait, c'est que cette acné là justement est liée avec aussi je sais pas, un autre problème, je sais pas, la personne par exemple n'arrive pas à faire le deuil bon, je sais pas, l'acné, par exemple, je sais pas, dans l'acné, ce serait quelqu'un qui veut à tout prix, qui arrive pas à faire le deuil d'une rupture, bon, voilà, qui est dans une relation, voilà, ça, mettons un truc comme ça, dans une relation avec quelqu'un, c'est le bateau, hein, mais ça avec quelqu'un et en fait ça se passe mal quoi, mais il ose pas faire une rupture quoi. Et puis il y a l'acné, et puis le moment justement où il fera la rupture, bah l'acné va disparaître. Donc il y a ces liens là comme ça. Mais voilà,
est-ce que l'acné c'est pas la condensation quelque part de toutes les... La personne se force en fait, donc il y a un système de langage qui essaie de forcer un petit peu, c'est de forcer le réel, d'imposer une vision un peu idyllique du réel quelque part, voilà, et que donc du coup il y a tout un... Mais il y a quelque part une forme de toxicité dans la relation qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas intégrer. Et cette toxicité-là, elle va pas... elle transpire dans la relation, mais elle veut pas être dite ou assumée, elle veut pas être vue en fait. Elle est refoulée dans la vision des choses. Donc du coup, c'est comme si elle allait être extraite de la relation, en fait, parce qu'on refuse de la voir. Donc elle va avoir beaucoup de mal à trouver place dans la relation parce qu'on l'accepte pas. Par contre, elle va s'évacuer et elle va se mettre sur le front de la personne justement. Et au moment où cette personne-là va justement accepter de voir cette acné-là, peut-être qu'elle va pouvoir aussi voir la toxicité dans la... Peut-être qu'elle pourra voir en même temps en fait la toxicité dans l'un et dans l'autre. C'est un petit peu ça, ce sera peut-être ce rapport-là en fait. Comme si il y avait du coup une sorte de circulation de la toxicité quoi, de ça. Et qu'il fallait l'accepter. Et qu'en fait... Donc du coup on aurait comme ça une circulation des choses. Et c'est intéressant parce que du coup ça rejoint cette question d'une projection. D'une projection. De la même manière que par exemple... moi je voulais que l'école d'art soit un espace utopique, idyllique, et je voulais pas en voir les travers ou la toxicité quelque part. Et ces travers-là, bah, du coup, ils étaient refoulés dans ma vie quotidienne, dans ma vie affective, privée par exemple. Et c'est au moment justement où j'accepte que l'école n'est pas exactement comme je veux, qu'à ce moment-là, je peux prendre soin de moi sur le plan privé. Comme s'il y avait justement un déplacement en fait, comme s'il y avait une projection comme ça de quelque chose. Et qu'en fait les problèmes se projettent, voilà. Tout comme en effet je me rends compte que les personnes avec qui, par exemple je sais pas, des personnes avec qui je me sens pas bien ou dans une relation qui conflictuelle, en fait ça va reproduire, en fait c'est un conflit, c'est une relation qui ressemble beaucoup à d'autres relations que j'ai eues avec d'autres personnes qui ressemblent à la personne aussi en question. Et que j'ai eu avant et que j'ai pas réglé. Et c'est surprenant ces reproductions comme ça de schéma. Donc c'est comme si c'était des rapports de relation et qu'en fait c'est pas tant la personne elle-même qu'un déplacement de quelque chose qui s'est déplacé en fait, qui s'est reproduit. Alors, en fait c'est même pas que ça s'est reproduit, on pourrait dire que ça se reproduit. Ça se reproduit pas, ça se déplace. En fait, c'est vraiment un déplacement de quelque chose. Et quelque chose qui est là, qui doit être réglé, que c'est pas tellement qu'on le reproduit, mais c'est plutôt qu'on l'attire, voilà, on attire des systèmes similaires, et comme une sorte de polarisation. Et je vais un petit peu comme ça en fait. Je me demande si les émotions ou les relations, quelque part, ne fonctionnent pas comme des relations de polarité. Que quelque part, si par exemple, moi je suis... je sais pas, moi je suis... mettons un truc comme ça, voilà. Alors, est-ce que ça suppose qu'il y a un équilibre? Je sais pas. Mais mettons que moi je serais par exemple insécurisé sur un plan financier par exemple, et bien du coup je vais chercher des gens qui vont être très sécures sur la question financière, par exemple. Bon, sur un plan amoureux ou amical, j'en sais rien, mais sur un banquier, j'en sais rien. Mais c'est comme si, voilà, quelque part, en fait, chez moi, il y a un manque qui va attirer quelque chose qui va combler ce manque. Donc forcément, en fait, toutes les personnes qui vont, ou les entités psychiques ou les égrégores, qui vont quelque part pouvoir correspondre à ce manque-là, je vais être attiré, et puis eux vont être attirés par moi. Donc ça va créer un sentiment comme ça. Et quelque part, ça sera... la chose pourrait être réglée, quelque part, au moment où moi-même j'aurais plus cette peur-là, en fait. Et où l'autre aura pas cette crispation aussi, qui est aussi une sorte de peur, hein, mais... Enfin voilà, où les choses pourraient être dites quelque part. Je sais pas, il y aura un truc qui pourra peut-être se dire dans ce cadre-là. C'est comme si on a tiré le même problème, mais à l'opposé, quoi. Bon. D'où cette projection qui apparaît. Parce que du coup, on va
attirer ce qui va être condensé chez l'autre aussi, quoi, quelque part. On va condenser son propre problème chez l'autre. Et bon, j'ai fini là-dessus. Du coup, ça posait cette question d'une représentation quelque part. Cette idée que la représentation, représenter, c'est faire mourir un peu. Représenter, c'est faire mourir. Et en fait, dans cette idée d'une représentation, je pensais cette question d'une grève du langage, en fait, encore une fois, c'est-à-dire à ce moment où on épuise la parole. Je me disais, qu'est-ce qui se passe quand, là, pourquoi je parle autant, qu'est-ce qui se passe quand je parle, et qu'en fait, ça épuise quelque chose au moment où, quelque part, on fait plus attention à ce que je dis, mais on se focalise sur autre chose. Voilà. Parce que je me dis, c'est pareil, en fait, j'imaginais un entretien artistique ou un truc comme ça, où j'expliquais mon travail. Si je parle jusqu'à, en fait, le moment où on ne suit plus et on regarde autre chose, quoi, du coup, en fait, c'est comme si l'acte du dialogue était quelque part saturé. Il est saturé, donc du coup, faut aller voir ailleurs. En fait, on n'en peut plus, il faut aller voir ailleurs. On est saturé. Donc il y a comme s'il y avait une sorte de déviation intentionnelle en faisant ça. Parce que si je m'arrêtais de parler, par exemple, bah, l'autre personne pourrait surenchérir, pourrait continuer le dialogue, parler. Donc du coup, il y aurait comme ça une espèce d'échange. Mais là, il s'agit plutôt de quelque part d'éviter l'échange, en fait, de rendre tout échange impossible, de le saturer, pour que quelque part il puisse y avoir une autre chose, quoi. C'est une sorte de grève, en fait, une sorte de grève du zèle. Et je me posais cette question-là pour qu'est-ce que c'est qu'une sorte de grève attentionnelle, quoi. Et comment poser aussi une sorte de grève aussi de la relation, en fait, qui permettrait de dépasser la relation, justement, et de dépasser justement aussi le caractère toxique. Est-ce que dans la parole, il n'y a pas quelque part, est-ce que la parole, c'est pas déjà quelque chose qui bouche, en fait? Est-ce que quand on parle, on n'est pas en train de combler ce qu'on ne veut pas voir? Et qu'en fait, une parole intéressante, elle devrait arriver au bout arriver au bout de la parole, c'est arriver le moment où justement on peut exprimer ce qui n'arrive pas à s'exprimer, en fait. Et je me demande ça, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des espaces pour pouvoir exprimer ce qui n'a pas de place pour s'exprimer ailleurs, quoi. Voilà. Bon, peut-être que c'est la tâche de l'art, justement. Mais voilà, peut-être qu'en épuisant la parole, justement, on trouve un moment où il n'y a plus rien à dire, quoi. Peut-être qu'il va faire des sessions où on parle trop. On parle jusqu'au moment où la parole s'épuise complètement, en fait, et du coup on sait plus quoi dire. Parce que les choses ont pu justement s'évacuer complètement, quoi. Mais c'est peut-être ce truc-là aussi, justement, d'une parole qui s'épuise, qui va jusqu'au bout d'elle-même, quoi. C'est comme ça, jusqu'au bout de l'expression. Parce que c'est comme si y a de la parole, c'est qu'il y a besoin de dire quelque chose, et que justement, en fait, on va enlever, comme dans la méditation, on va enlever des couches de paroles. Mais c'est pas important pour ce qui est dit vraiment. C'est important parce que en faisant ça, on dit tout ce qu'il y a à dire avant, tout ce qui est important de dire, enfin tout ce qui avait besoin d'être dit, même si quelque part la personne en face n'a pas besoin de l'entendre, mais il y a besoin de le dire, il y a besoin d'être dit, et on enlève tout ça jusqu'à arriver à un moment où là on peut creuser, parce que là du coup on arrive à quelque chose qui n'a pas été dit, en fait, quand même. Voilà. Et c'est ce truc là en fait de dire pour, pas dire pour dire, mais de dire pour que une fois que c'est dit, il n'y a plus besoin de le dire, quoi. En fait. Et maintenant j'ai mangé. Donc ça, ce serait quoi? Ça serait parler pour ne rien dire. Plutôt épuiser la parole. Parler pour dire, en fait. C'est pas parler pour ne pas dire, mais parler pour ne pas dire. Bah si, c'est ça en fait. C'est on parle, mais pour ne pas dire. Si on parle sur autre chose, c'est toujours pour ne pas dire. Pour ne pas dire ce qui doit être dit. En fait. Il y a quelque chose qui doit être dit et on parle pour ne pas le dire, en fait. Donc on parle d'autre chose, surtout. Et ce qui doit être dit est toujours ailleurs que ce qui est parlé. Un truc comme ça.